J'ai pas cherché la loi, je croyais qu'il était là. Le lac de Paladru se situe entre Lyon et Grenoble. C'est un lac naturel, c'est important de le préciser, qui concerne 5 villages riverains qui ont moins de 5000 habitants dans leur ensemble. Et donc nous avons une activité touristique qui commence dès le mois de mai, on va dire, pour finir vers la Toussaint, avec un plan d'eau idéal pour la baignade, l'école de voile, l'aviron qui se développe. Nous avons un espace de VTT avec des circuits adaptés. C'est un véritable plaisir que d'organiser cette randonnée, de la préparer, parce que je crois qu'au niveau de l'Union cycliste, il y a véritablement une ambiance dans ce club qui fait que c'est un enthousiasme d'organiser, de se mobiliser sur un week-end. C'est un vrai régal. L'Union cycliste rivoise est cinquantenaire depuis l'an dernier. On a aujourd'hui une section cyclotouriste VTT. Nous sommes au niveau du club à peu près 110 adhérents. Pour une organisation comme celle de la Rando des Chevaliers à Paladru, nous arrivons à mobiliser, je dirais, une cinquantaine de personnes au club. Nous sommes aidés au niveau de l'organisation par une trentaine de bénévoles. La région est suffisamment variée pour que tout le monde puisse un peu y trouver son compte. La randonnée par elle-même en est à sa 5e édition cette année. À l'origine de la manifestation, il y a quand même l'Office du tourisme. Aujourd'hui, entre donc l'Office de tourisme, la commune de Paladru et l'Union cycliste rivoise, à peu près 80 personnes aident à l'organisation de cette randonnée. Nous avons cette année 5 circuits qui vont de 15 à 82 km. Des ravitaillements, des points d'eau, une assistance mécanique, enfin tout ce qui peut être utile aux différents randonneurs. Pour nous, l'important, c'est que les gens repartent contents. Jusqu'à maintenant, nous avons, je dirais, frôlé les 800 personnes, mais avec l'aide de la FFCT, j'espère que cette année, nous arriverons un peu près au millier. C'est la Fédération française cyclotourisme qui a créé cette année les Verts Tout-Terrain, qui comporte 5 randonnées. Nous en sommes à la 4e ici, à Paladru. Les premières ont été la randonnée des carrières, dans le Vaucluse, à Piolinc. La deuxième, le Jura de haut en bas, à Lons-le-Saunier. La Cosnarde, à Millau, dans l'Aveyron. Et puis aujourd'hui, la 4e, au lac de Paladru, la randonnée des Chevaliers. Nous avons des plaines, des collines, mais également des montagnes. Donc dans un rayon de 50 km autour de la région, on peut aussi bien se faire plaisir si on est vraiment amateur débutant que si on est sportif de haut niveau. La variété des chemins et des terrains permet à tout le monde de s'exprimer et de se faire plaisir avant tout, dans un esprit de convivialité et sympathique au niveau du cyclotourisme. De trucs, après tu te dis la vie est quand même. Ah ouais. Aujourd'hui au lac de Paladru, il fait un temps magnifique et puis on a commencé cette rando VTT superbe. Pour l'instant je me régale et tout ce que je souhaite c'est que ça dure tout au long de la journée. Alors profitons de l'occasion d'un sentier buissonnier pour mieux nous imprégner de l'histoire du Dauphiné au château de Virieu. Ce château a été commencé en 1010 par Wilfrid de Virieu. Au départ, il n'a pas du tout cet aspect-là, c'est une maison forte. Et la maison forte était en bois, c'était une motte castrale. Cette maison forte correspond à la partie la plus à droite du château. Ensuite, donc en 1220, par mariage, ce château va sortir de la famille de Virieu pour entrer dans la famille de Clermont. Ils vont revendre leur château à la famille Prunier de Saint-André. Ce seront les Prunier de Saint-André qui recevront le roi Louis XIII en 1622. Ils vont revendre ce château et c'est la famille de Virieu qui va le racheter. Donc après 7 siècles, il va revenir dans la famille de ses bâtisseurs.
Et donc c'est toujours cette même famille qui habite ici, c'est Madame la Marquise de Virieu. Une entrée tout d'abord du XVIIe, une entrée qui est dite ouverte à la gorge, puisqu'à l'époque les soldats se cachaient à l'intérieur, et quand les intrus entraient, ils leur sautaient dessus et les égorgeaient. Voilà l'accueil de l'époque. La porte date du XVIIe, comme vous le constatez, porte à clous, avec 2115 clous. Vous avez le bâtiment à votre gauche, ce sont les anciennes écuries de l'époque, donc également XVIIe. Et ensuite un château donc, qui a été fait pendant 7 siècles, la maison forte tout à droite qui date de 1010, le rempart du XIIIe avec la petite tour suspendue qui est les Chauguettes, la chambre du guet, XIIIe également le donjon, et ici toutes les ouvertures qui dominent la vallée qui datent du XVIIIe. Après le village du Pin, un petit détour nous permet de passer à la grange d'Imières du XVIIe siècle, ancienne dépendance du domaine des Chartreux, à la charpente impressionnante. Grange d'Imières parce qu'on entreposait les produits de la dîme en fait. Elle appartenait aux moines chartreux qui avaient un monastère un peu plus haut, surtout des céréales et les produits des paysans. Parce qu'il y a énormément de paysans dans la région. Et en bas, on avait les écuries et les étables où les moines avaient des troupeaux de vaches essentiellement. Voilà. Et c'était pour les nobles de la région en fait. Hein. C'était entretenu par les moines chartreux, mais ça revenait à la noblesse et une partie au clergé, je pense également. Une partie de la grange a été détruite lors de la Révolution française. C'est où nous? T'es sûr que c'est là? Oui, c'est là. Mais oui, c'est là. D'ailleurs, un certain Michel Montaigne, je ne sais plus de quel club, disait à ce sujet « Moi qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, ne me guide pas si mal. Si c'est les à droite, je prends à gauche. J'ai laissé quelque chose à voir derrière moi. Ah, j'y retourne. C'est toujours mon chemin. » Voilà un qui avait l'esprit cyclo. Où est-ce qu'on en est au point de vue sécurité là? Rien à signaler qu'une chute, une légère chute, contusion, sans gravité. Parfait, cela nous évitera d'avoir l'estomac noué au contrôle ravitaillement de Charavine. Quand ils ont la bouche pleine, c'est bon. À une portée d'arbalète de là, un membre de l'équipe occupée à préparer les fouilles du site archéologique a la gentillesse de nous informer sur les chevaliers paysans de l'an 1000. On est ici sur un site archéologique qui correspond à un habitat en fait, qui s'est installé aux alentours du début du XIe siècle, en 1006-1005. Et en fait, sur ce site, on retrouve trois grandes maisons, 3 maisons en bois qui se sont mis là pour des raisons de défense, presque au milieu du lac, sur une petite butte de craie en fait.
Et nous avons donc là les pieux que nous voyons juste en dessous de l'eau, formant un angle de 90 degrés. C'est ce qu'on peut appeler les fondations des maisons. Et un peu plus loin, on voit un alignement de pieux de la barricade qui protégeait en fait des attaques venant de la terre. Tout ce que vous voyez là était hors de l'eau. Pendant une trentaine d'années, ça a été habité. Ils se sont installés en fait à la faveur d'une décrue et au moment où le lac est remonté par des phénomènes climatiques et d'érosion, le lac est remonté et donc ils ont dû partir. Il y avait à peu près 50 personnes qui vivaient là. On pense qu'il y a à peu près 150 personnes qui se sont installées autour du lac. Ce chantier a commencé en 1971 et depuis on fouille toutes les années, à peu près 2 mois par an. 20 personnes en permanence sur le chantier. L'équipe qui fouille dans l'eau, les plongeurs, et l'équipe qui trie ensuite les restes archéologiques à terre. On fouille en combinaison avec des bouteilles de plongée à main nue pour pouvoir sentir tous les objets archéologiques, s'il y a de l'os, s'il y a du cuir. Alors on retrouve énormément de choses, tout ce qu'ils ont abandonné. Toutes les structures de maison qu'ils n'ont pas pu emporter, tous les déchets qu'ils avaient laissés au sol, on trouve tout ce qu'ils laissent par terre parce qu'ils s'en servent plus, soit c'est cassé, c'est irréparable, soit ce qu'ils perdent. Des bijoux, des pièces de monnaie, des clés, on retrouve du bois, on retrouve du cuir, des chaussures en cuir. En pionnier, ils sont obligés de se défendre, donc ils sont armés. Ils sont chasseurs, pêcheurs. On a retrouvé des grains de blé et d'orge, donc ça prouve bien qu'ils faisaient des céréales. On sait aussi qu'ils avaient sûrement du bétail, mais le gros bétail était à l'extérieur du village. Tout le monde est armé, tout le monde travaille à l'artisanat, à l'agriculture. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on les a appelés les chevaliers paysans de l'an 1000. Changement de lieu, oh, très peu, quelques kilomètres. Changement d'époque. Aux vestiges de construction succède la ferme de Louisias, où le propriétaire voudra bien nous consacrer quelques instants, alors que les travaux agricoles sont plus que jamais exigeants. Là, c'est la maison d'habitation qui a bientôt 4 siècles. Elle a été construite par la famille aux alentours des 1630. Elle est construite en pierre et puis à l'époque, il n'y avait pas de ciment. Donc le liant, c'est de l'argile et de la chaux mélangée. Et puis autrement, il y a un autre bâtiment de ferme, une grange, qui elle est construite en pisé et qui est couverte en chaume. Le pisé, c'est de la terre argileuse qui est bien damée, mouillée et coffrée comme du béton, sauf que le matériau, c'est de la terre qui était prise dans la région de la Sylve. C'est protégé par un toit qui couvre bien pour pas que ça se mouille. Mais on fait les toits avec soit des pailles de seigle ou d'orge, mais plus maintenant parce qu'elles sont moissonnées et broyées par les moissonneuses-batteuses. Donc on est revenu à la couverture la plus ancienne qui a toujours existé depuis des millénaires, c'est le roseau, qui est fauché dans les marais pour fournir le matériau qui est posé sur le toit. La base est toujours en pierre pour pas qu'il y ait de remontée capillaire par le sol. Un hangar que vous voyez là juste en face, qui lui est couvert en tuiles écailles comme la maison. J'ai quand même 5 mois de production de fruits, et encore j'ai arrêté de faire sous serre. Avant j'arrivais à faire 6 mois de production de fruits, c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre. Et le reste du temps ? Le reste du temps, il y a tout le travail d'entretien, les marchés qui continuent pour vendre les confitures même s'il n'y a plus de fruits frais. Donc un travail de toute l'année, car pour préparer les cultures, il y a un travail d'entretien et de renouvellement des plantations qui demande du travail l'hiver. De la ferme de Louisias au prieuré de Chirins, il n'y a que quelques coups de pédale que les cyclos franchissent tranquillement, non sans avoir jeté en passant un coup d'œil à la colline où subsistent les vestiges de la tour en ruine qui fut jadis l'ancienne demeure de la famille de Clermont au XIIIe siècle, ainsi qu'à celle où se trouvait la motte castrale du Châtelard. Aux environs du XIe siècle, une motte castrale était une fortification de forme circulaire
constituée de terre et de bois. Classé monument historique en 1973, ce prieuré bénédictin fondé au XIe siècle dépendait de l'archevêque de Vienne. Son église du premier art roman reçoit des expositions de peinture et des concerts de musique de chambre. Le seigneur, qui était le seigneur d'ici, Félisa, a fait faire cette chapelle. Mais donne ses instructions. Ça, ce sont ses instructions, on a la traduction. C'est du latin, mais écrit en tudesque. Et il faut, toutes les semaines, il faut dire une messe. Il y a une messe à dire à l'église, et puis, ça c'est l'église paroissiale. On disait une messe. Mais après, il est sûrement enterré dessous, il fallait venir sur sa tombe dire des prières pour le repos de son âme. Eh bien, en attendant, c'est surtout au repos du corps auquel on aspire. Les kilomètres se sont accumulés avec les heures, et les courbatures le disputent aux difficultés d'orientation. À côté de la Dalière. C'est avant la côte des Nains alors. Ah oui, la Davière. Ouais, donc c'est pas intéressant. Ouais, parce que moi j'en passe un par là où il y a un pont à côté. C'est vraiment une rivière ça. Ça fait pas. C'est rien. On regardera ce que ça fait. Ça fait pas VTT. C'est dur. C'est la première fois que je sors avec celui-là. On va dire. Attends, je vais me relancer d'abord. Problème là. Une dernière visite s'impose. Ce sont 700 ans de l'histoire du Dauphiné que la visite du château de Lomprat nous promet de découvrir. Propriété des puissantes familles des Paladru et des Lomprat, il s'agit d'une somptueuse demeure aristocratique dont on doit le charme au talent des maçons et charpentiers du village, mais aussi à des ébénistes grenoblois tels H. Ici, il y a un grand embranchement. Il y a une route qui va à droite qui va à Saint-Jouard et c'est... Parce qu'on a dormi au même hôtel, c'est ça. Au moment de se laisser glisser le long des versants dominant le lac de Paladru, un sentiment étrange nous envahit. Tout au fond de soi, on aurait bien aimé, à la corne d'un bois, croiser un de ces fameux chevaliers, ou faire la rencontre de cette dame blanche que l'on voit certains soirs, paraît-il, rôder sur le lac. Mais la journée a été belle,
des paysages superbes, l'organisation réussie. Alors il ne reste plus qu'à remercier les 991 participants, la centaine de bénévoles, les 25 secouristes de la Croix-Rouge et nos excellents anges gardiens, Boris Gonon et Aldo Varezano. Passé l'agitation et passé le tumulte, les ombres de légende, la Dame Blanche et le Chevalier de l'an 1000 reviennent rôder dans ces lieux qui leur restent éternellement attachés. Car, dans l'abîme profond de cette onde tranquille, on aperçoit encore les débris d'une ville, ses antiques remparts jadis couverts d'archers et l'église gothique élevant ses clochers.